Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui dans cette salle de conférence virtuelle pour le retour d'expérience intitulé Stop aux freins cognitifs, sociaux et culturels, résultats de l'étude, quartier populaire et politique de mobilité. Je m'appelle Antonin Lafaille, c'est moi qui serai en charge d'animer les débats puisque nous aurons une partie présentation et une partie échange où vous pourrez poser toutes vos questions à notre intervenant, donc Emmanuel Hérault, que je remercie d'être présent avec nous aujourd'hui, qui est directeur cohésion sociale et développement urbain à France Urbaine et qui va vous présenter dans quelques minutes les résultats de l'étude. Mon rôle, ce sera aussi d'être le gardien du temps, puisque nous n'avons ensemble que 30 minutes. Ce sont malheureusement les joies du numérique et des réunions en distanciel. Concernant les échanges, comment est-ce que ça va se dérouler? C'est très simple. C'est-à-dire qu'à la fin de la présentation de Monsieur Hérault, bon, durant sa présentation, vous pouvez très bien utiliser le chat pour poser vos questions et on les prendra à la fin de la présentation de Monsieur Hérault. Vous pouvez également, au moment où nous terminerons la présentation, lever la main. Donc, je vais vous montrer comment faire. C'est très simple. Il suffit d'aller dans le chat, donc cliquez sur le petit personnage là en bas à gauche, mettez la main et hop, vous envoyez. Et là, je vois voilà la petite main qui apparaît à l'écran et je peux vous donner la parole. Je vais par défaut vous demander de couper vos micros et vos caméras. Si c'est pas le cas, je le ferai moi-même, hein, je peux avoir la main là-dessus. L'idée, c'est de pas polluer l'intervention avec du bruit. Et donc, au moment où je vous donnerai la parole, il faudra évidemment réactiver le micro, la caméra pour qu'on puisse vous voir. Présentez-vous brièvement, qu'on sache à qui on s'adresse. Et puis, je vous demanderai également de faire des questions courtes afin que Monsieur Hérault puisse faire également des réponses courtes et qu'on puisse prendre un maximum de questions. Voilà, Monsieur Hérault, je vais vous laisser faire votre présentation. Alors, pensez bien à réactiver le micro. Merci. Bonjour à toutes et à tous et merci pour votre invitation pour cette présentation concernant une étude que nous avons faite avec la DCF et Transdev et qui a été diffusée au début de l'année 2021 et qui s'appelle donc Quartier populaire et politique de mobilité, enjeux et retour d'expérience locale. Ce recueil d'expériences est appuyé sur l'action de 10 communautés et métropoles, je crois qu'il est important de le préciser. On a des agglomérations, des métropoles de grande taille, je pense à Nantes, Métropole, Limoges, Orléans, Saint-Étienne, Toulouse Métropole, mais nous avons aussi des agglomérations de taille plus modeste, avec Dracénie, Provence, Verdon, agglomération, Grand Verdun, agglomération, la communauté d'agglomération Seine-Eure, la communauté d'agglomération du Pays de Saint-Omer et la communauté de communes du Sud à Vénois. Pourquoi nous avons décidé, avec la DCF et Transdev, d'engager cette étude au cours de l'année 2020? Plusieurs raisons. La première, c'est que nous avons signé avec le Premier ministre en juillet 2018 ce qu'on a appelé le pacte de Dijon, qui rappelait un certain nombre de responsabilités des communautés métropoles et de l'État en matière de logement, en matière de développement économique, en matière de mobilité, mais aussi sur des thématiques plus régaliennes, la santé, l'éducation, la sécurité. Et on a senti à ce moment-là, c'était dans la suite, vous vous en souvenez, du rapport remis au président de la République par Jean-Louis Borloo, on a senti qu'il y avait à ce moment-là peut-être l'opportunité de relancer des politiques de cohésion urbaine et sociale qui avaient été peut-être un petit peu négligées depuis le début du quinquennat. Par ailleurs, à l'époque, se préparait une loi sur les mobilités, dite loi d'orientation des mobilités, qui finalement sera promulguée en décembre 2019 et qui
va trouver un écho particulier dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, puisqu'un certain nombre de dispositions sont prévues par cette loi LOM afin d'accompagner les territoires les plus enclavés. Je vous rappelle par ailleurs que la loi LOM prévoyait un engagement financier de 600 millions d'euros d'ici 2025, incluant précisément, je viens d'indiquer, un volet dit desserte des quartiers prioritaires. Donc l'idée, c'était de faire se rencontrer, si vous voulez, le pacte de Dijon et ses fondements et ses principes et ses objectifs avec cette loi d'orientation des mobilités, afin d'intégrer pleinement le droit à la mobilité et à la ville, mais aussi afin de questionner la situation à date en matière de désenclavement des quartiers prioritaires de la ville. Donc il y avait un double contexte favorable. D'autre part, nous étions en 2020, donc des élections municipales se profilaient. Nous n'étions pas encore dans la crise Covid. Nous ignorions évidemment que l'agenda allait être décalé, mais nous avons retenu l'idée qu'avec les nouvelles équipes municipales et intercommunales qui allaient s'installer et avec les nouveaux projets de territoire qui les accompagneraient, on avait aussi une occasion intéressante de questionner, réinterroger les politiques de mobilité, les politiques de desserte pour les quartiers dits prioritaires de la ville. Enfin, un dernier élément particulièrement important, vous le savez, la question des mobilités, la question des transports, sont au cœur de ce qu'on a coutume d'appeler les transitions au pluriel, les transitions économiques en matière d'accès à la mobilité, de droit à la ville, je viens de l'indiquer, mais aussi en matière de transition écologique et énergétique. Si le logement est le principal vecteur d'émissions de gaz à effet de serre, la voiture individuelle est aussi, vous le savez, un vecteur très fort de pollution. Et donc, partant, c'était pour nous un sujet très intéressant de faire se rencontrer des problématiques écologiques, des problématiques de transition énergétique avec des problématiques plus sociétales, des problématiques plus sociales, celle de l'accès de tous au transport et surtout avec la question qui était devant nous, est-ce qu'une ligne de métro suffit pour que les habitants des quartiers populaires se l'approprient et comment aujourd'hui se vivent les mobilités au quotidien pour des personnes qui souvent ne connaissent pas les opportunités des transports collectifs et parfois ont des difficultés à s'approprier, si vous voulez, les mobilités douces qui sont à leur disposition. Je pense en particulier au vélo, à l'utilisation du vélo ou tout simplement à la marche à pied. On avait donc une intuition que la période était propice pour lancer une étude de cette nature qui puisse aller expertiser des territoires denses, des grandes villes et métropoles, mais des territoires également moins denses où les problématiques de mobilité sont parfois plus aiguës. Voilà donc la raison de cette étude. Je vous propose de passer au panneau suivant. Les principaux enseignements de cette étude sont au nombre de 4, si on voulait un petit peu résumer les principales conclusions qu'on a pu tirer. La première, c'est que l'action publique ne se résume plus au désenclavement. Je m'explique. Desservir les quartiers par des lignes de transport collectif ne suffit plus à finalement répondre aux enjeux de désenclavement. Il faut aller plus loin et agir aussi, et c'est d'ailleurs le titre de cet atelier, sur les freins de nature physique, de nature cognitive, de nature psychologique, culturelle et financière. Il faut que se déploie un apprentissage des possibilités offertes par les autres solutions de mobilité, avec la nécessité sans doute d'avoir une sensibilisation à ces sujets dès le plus jeune âge. Deuxième enseignement, les mobilités actives sont une solution concrète.
Si la voiture, on y reviendra peut-être tout à l'heure, reste encore un marqueur social fort dans un certain nombre de quartiers, il existe des actions pour proposer une alternative à l'autosolisme et pour accompagner le changement de culture et de comportement. Ces mobilités actives sont une solution concrète parce qu'elles font partie des réponses au quotidien des habitants et à leurs besoins. Ça passe par la marche à pied, le vélo, simple en apparence, mais qui nécessite néanmoins un engagement assez robuste et dans la durée de la part des pouvoirs publics en termes d'aménagement de l'espace public, en termes de sécurisation des cheminements piétons et des pistes cyclables, et aussi en termes de réflexion sur ce qu'on a coutume d'appeler le premier et le dernier kilomètre. On a vu aussi que se posait la question de l'accès aux offres de libre service et se posait aussi la question, on y reviendra peut-être, de l'apprentissage du vélo et du besoin de revaloriser socialement et culturellement des pratiques de mobilité douce, particulièrement auprès des femmes, auprès des familles et auprès des jeunes. Troisième enseignement de cette étude, c'est que, ça vous ne surprendra pas, la mobilité, c'est l'accès aussi d'activités économiques, c'est l'accès à l'emploi, c'est l'accès à la formation. D'où la nécessité d'inscrire les mobilités dans des dispositifs d'accompagnement à l'emploi et à l'insertion et de sensibiliser dès le plus jeune âge voies et moyens à se saisir pour se déplacer dans la ville de manière la plus sobre possible. La mobilité, c'est l'accès à l'emploi et à la formation. C'est aussi l'accès facilité au numérique qui offre de nouvelles solutions, à condition, là encore, de veiller à une appropriation par toutes et tous, sachant que, vous le savez, souvent les habitants des quartiers, et sans faire d'amalgame, souffrent parfois d'un faible équipement informatique et dans d'autres situations parfois d'électronisme, hein, c'est l'expression qui avait été employée à l'époque dans le rapport Borloo, mais on voit bien que la question de l'apprentissage de la langue, la question de l'illettrisme reste encore un sujet dans un certain nombre de quartiers, d'où le besoin d'accompagner ces populations via en particulier le réseau associatif. Enfin, dernier enseignement, pour ne pas être trop long et laisser de la place au débat, les mobilités se jouent à une double échelle, si vous me permettez, à l'échelle du quartier, bien évidemment. Et on a observé que beaucoup de quartiers aujourd'hui jouissaient de dessertes plutôt satisfaisantes à quelques exceptions près. Mais surtout, les mobilités se jouent à l'échelle du bassin de vie, d'où la nécessité d'avoir des politiques publiques les plus transversales, les plus intégrées, qui mettent en lien un certain nombre d'acteurs via les plateformes de mobilité, via les acteurs de l'emploi et de l'insertion, via les associations. La question des mobilités se joue à l'échelle d'un bassin de vie, ce qui oblige à des coordinations étroites entre les collectivités. Je pense notamment au couple incontournable sur ce dossier région-agglomération, la région chef de file. Ça a été rappelé et conforté, j'allais dire, par la loi d'orientation sur les mobilités, et l'intercommunalité, autorité organisatrice des mobilités. Et du reste, sur ce plan-là, la LOM introduit plusieurs dispositions qui permettent de bien marier les enjeux de desserte et les enjeux de cohésion urbaine et sociale. Je pense notamment à la définition des bassins de mobilité, à la signature des contrats opérationnels de mobilité, ou encore à la mise en place des comités des partenaires à l'échelle de chaque AOM, autorité organisatrice des mobilités. Troisième slide, si vous en êtes d'accord, c'est la question des défis qui sont devant nous. Ces défis, là aussi, on a essayé d'être relativement synthétique et je renvoie évidemment à l'étude qui se lit de manière plutôt fluide, hein, sans verser dans la réclame ni l'autopromotion stérile. Mais 4 enseignements se dégagent de cette étude et surtout, au-delà des enseignements, des défis pour l'avenir, des défis notamment pour la période qui est devant nous, cette période qui est plein d'interrogations, bien sûr, en sortie de crise sanitaire, économique et sociale. Premier défi, c'est la nécessité d'envisager pour les territoires une offre de services la plus globale, qui puisse répondre à plusieurs enjeux. La question du désenclavement territorial et social, mais aussi la question des défis sanitaires et écologiques. La question qui est posée dans cette offre de services globale, c'est l'intermodalité.
trop souvent, on observe que les populations ne se saisissent pas des opportunités des déplacements doux parce qu'ils ne les ont pas identifiés. Ils ne sont pas dans un parcours intermodal parce que parfois les uns et les autres ne travaillent pas assez ensemble, ou en tout cas, en termes d'information, de signalétique, l'accès à une information consolidée manque. Et donc, la nécessité que l'ensemble des acteurs se mettent autour de la table apparaît incontournable pour avoir une offre de service la plus transversale globale, de telle sorte qu'on puisse avoir des cheminements piétons qui donnent accès à du transport collectif, puis, le cas échéant, à l'utilisation d'un vélo. Autre élément qui revient dans l'étude, c'est la nécessité sans doute de lever les derniers freins culturels et j'allais dire presque psychologiques. Tirer une ligne de transport, tirer une ligne de métro, desservir un quartier, on l'a vu sur un certain nombre de sites, en particulier à Saint-Étienne Métropole, c'est important, c'est essentiel, ça change la vie, ça change le quotidien, mais encore faut-il que l'ensemble des populations, dans leur diversité, puissent s'approprier cela. Et force est de constater qu'il y a encore des résistances culturelles en raison de la composition de la population de certains quartiers, de leur mixité, des nouvelles générations, des plus anciennes. Et ça oblige les acteurs, évidemment, à développer un effort de dialogue entre habitants et acteurs publics avec le besoin d'actions d'accompagnement sur la durée qui soit le plus adapté possible. Et là, évidemment, on pense très fortement aux acteurs de l'économie sociale et solidaire qui apparaissent à plusieurs reprises dans notre étude. Donc, développer les nouvelles formes de déplacement, faire en sorte qu'elles soient appropriées et qu'une véritable culture de mobilité irrigue l'ensemble des populations vivant dans les quartiers. Ça passe évidemment par le développement de la pratique des modes doux. On y reviendra peut-être, mais dans un certain nombre de nos quartiers populaires, la voiture reste encore un stigmate de réussite sociale. J'allais dire une forme de distinction sociale. Quand on a une voiture, on est libre. On a la possibilité de se déplacer facilement. On a réussi dans la vie parce qu'on a pu se permettre d'acquérir une voiture individuelle. Et ça reste donc un marqueur d'identification sociale, un marqueur de réussite sociale. Le vélo, en revanche, est beaucoup moins regardé comme tel. Et il y a sans doute là aussi un effort d'appropriation via l'équipement des espaces publics, via la sécurisation des espaces publics. Il y a aussi un certain nombre de sujets qui remontent de l'étude en termes de possibilité de garer son vélo dans des espaces couverts, de telle sorte qu'on ne soit pas obligé de le mettre sur son balcon. Là aussi, il y a sans doute un travail à faire du point de vue des pouvoirs publics, en particulier des bailleurs sociaux, pour faire en sorte que ces modes doux soient sécurisés. Ça vaut aussi pour les cheminements piétons qui parfois ne garantissent pas toute la sécurité aux personnes. Donc, développer la pratique des modes doux, c'est aussi se réinterroger sur les équipements structurants et sur la facilité pour les populations de s'en saisir. Enfin, dernier défi, c'est celui de l'accès aussi d'activités économiques, a fortiori en période de reprise. Beaucoup de nos concitoyens des quartiers populaires refusent des postes, pas simplement parce que les qualifications manquent, ça peut arriver, ou que le savoir-faire manque, ou le cas échéant que les questions de savoir-être soient posées, mais beaucoup de nos concitoyens refusent des postes parce qu'ils n'ont pas la possibilité d'accéder à un certain nombre de sites, parce qu'ils n'ont pas de transport disponible. Donc, très important pour l'avenir, pour l'ensemble des acteurs publics et privés, de veiller à ce que les quartiers d'habitat soient bien reliés aux sites d'activité économique, notamment lorsqu'ils sont en première, seconde couronne, de telle sorte que tout le monde, le moment venu, puisse profiter de la reprise et accède au droit à la ville dont je parlais tout à l'heure en introduction. Voilà pour faire très court, et je suis à disposition naturellement pour répondre aux questions. Alors, du coup, ah oui, les perspectives, juste avant de répondre aux questions, en une minute, Emmanuel, comme ça on passe aux questions. Alors, en effet, les perspectives, j'ai été un petit peu long, c'est pour ça que je privilégiais le débat. Les perspectives pour le mandat 2021-2026, c'est
Je viens de l'indiquer, hein, c'est faire en sorte que toutes les dispositions de la loi d'orientation sur la mobilité soient appropriées par les acteurs, les décideurs locaux, mais aussi les populations. Hein, vous le savez, les lois sont souvent accompagnées de décrets d'application et ils ont vocation évidemment à pouvoir être connus par l'ensemble des populations. C'est la question, je le disais tout à l'heure, sur les ruptures urbaines ou les cheminements piétons ou les cheminements vélos, c'est de faire en sorte que les ruptures urbaines soient mieux travaillées, de telle sorte que la question de la sécurité ne se pose plus à l'avenir. Et là, on a pu voir qu'il y avait un certain nombre d'acteurs de l'économie sociale et solidaire qui aussi avaient un rôle clé à jouer pour promouvoir l'usage du vélo sous forme d'ateliers de réparation. Il y a aussi un certain nombre d'actions qui ont été mises en place pour promouvoir la pratique du vélo dans les écoles. Là aussi, le tissu associatif est tout à fait incontournable. Encore faudra-t-il à l'avenir le soutenir d'une manière forte, de manière ambitieuse et surtout d'une manière pérenne. Vous le savez, nos associations souffrent trop souvent d'un manque de visibilité sur leur financement à moyen et long terme. Donc, très important que ce tissu associatif soit conforté, soit soutenu par la puissance publique, qu'il s'agisse de l'État ou des collectivités locales sur la durée. Et puis, très important, surtout dans le contexte actuel de préparation des CRTE, des contrats de relance et de transition écologique, c'est toujours dans cet esprit d'avoir un contrat de territoire intégré, global, transverse, c'est de pouvoir faire converger les politiques de solidarité, les politiques de cohésion urbaine avec les politiques de mobilité, d'habitat et de renouvellement urbain. Jadis, c'était le PLUI, ça l'est toujours, hein, ce sont des documents qui sont toujours en vigueur, le PLH, le PDU, mais les CRT ont cet avantage de pouvoir maintenant concentrer tous ces documents de planification et de programmation dans un seul et même document qui pourrait permettre, là encore, de faire système et de pouvoir et d'encourager un certain nombre des habitants des quartiers de se saisir des opportunités qui s'offrent à eux au quotidien. Merci beaucoup Emmanuel, merci pour cette intervention complète. On va avoir un tout petit peu moins de 10 minutes pour les échanges. Alors, je rappelle les modalités d'échange, hein, très, très simple. Soit vous postez dans le chat, comme ça vient d'être fait, soit vous levez la main pour que je puisse vous donner la parole. Alors, première question qui est posée par Pauline Auclair, CRPV IREV Hauts-de-France. Bonjour, merci pour cette présentation de l'étude. Avez-vous travaillé sur la gratuité des transports proposés par certaines collectivités? Est-elle bénéfique pour les habitants des quartiers prioritaires? Point d'interrogation. Alors, merci beaucoup pour la question. Est-ce que la gratuité suffit? C'est un peu la question en filigrane qui est posée. Est-ce que la gratuité suffit pour que les habitants des quartiers populaires se saisissent mieux demain des transports collectifs à leur disposition? Le sujet, en tout cas, la question reste entière. Nous, on observe de très près ce qui se fait, notamment les week-ends hein, ou certains jours par des collectivités. Alors, on est assez inquiet des conséquences financières, hein, puisqu'il y a des pertes de recettes pour nos collectivités. En termes de solidarité, ça peut être intéressant. Pourquoi pas? On n'a pas expertisé le sujet. Ce qu'on a expertisé en revanche, c'est les tarifications sociales et solidaires qui sont quasiment en vigueur dans toutes les collectivités et qui permettent à un certain nombre d'habitants, en effet, de pouvoir accéder aux transports en commun, même si parfois ces tarifs préférentiels sont stigmatisants, à tel point que certaines collectivités ont décidé de délivrer des titres de transport identiques aux personnes, quelle que soit leur situation sociale. Autrement dit, lorsque vous relevez des revenus de la solidarité nationale, vous aurez le même titre de transport quand même vous payez 3 fois moins cher votre billet. Donc, sans doute, très bonne chose d'envisager la gratuité des transports, mais on voit bien les limites, notamment lorsque le pass Navigo a été dézoné en Île-de-France. Il n'est pas certain que les habitants de Seine-Saint-Denis aient eu forcément aussitôt envie d'aller visiter le château de Fontainebleau dans les mois qui ont suivi. Donc, la question au-delà même de la gratuité, c'est la façon dont les acteurs associatifs, dont les acteurs locaux accompagnent les populations pour leur expliquer qu'ils ont la possibilité de se décentrer
de leur quartier, d'aller pique-niquer à 30 km, d'aller visiter un site ou un patrimoine remarquable. Donc là encore, on sent qu'il y a des freins cognitifs et culturels qu'il faudra lever le moment venu, en prenant en compte les problématiques de manière très pragmatique des populations. Merci. Alors, on a a priori Madame Lopez Florbella qui souhaite prendre la parole de la DDT 09. Madame Florbella, je vous laisse réactiver votre micro et votre caméra et poser votre question rapidement. Ah, bon. Donc, visiblement, ce n'était pas une question. Alors, est-ce qu'on a... Alors, je n'ai pas bien compris le CRT. CRTE. CRTE. Alors, si vous pouviez réexpliquer, Emmanuel. Ouais. Alors, CRTE, c'est une personne d'une collectivité ou une association peut-être, ou vous n'avez pas l'identification de la personne? DDT 09. Ah oui, quand même. Direction départementale des territoires. Très bien. Donc, c'est services de l'État. Alors, j'imagine quand même que la personne en question est au courant de ce contrat qui a été proposé par le ministère de la Cohésion des Territoires. Faire en sorte que le CRTE, contrat de relance et de transition écologique, que ce contrat, ce CRTE puisse, dans le cadre d'une alliance des territoires et d'une simplification des différents documents de programmation et de planification, c'est faire en sorte de rassembler tous les documents existants, y compris d'ailleurs le contrat de ville. Puisque l'objectif, c'est de faire en sorte qu'au sein du CRTE, on ait le PLH, le PDU, le PLUI, le contrat de ville, tout ça pour aller chercher les financements, notamment des contrats de plan État-région ou des fonds européens. Donc, les territoires sont déjà bien engagés dans la préparation de ces CRTE. La plupart sont d'ailleurs préparés à l'échelle de l'intercommunalité. Et probablement avant le 31 décembre 2021, on devrait avoir entre 95 et 97% des territoires qui ont préparé des CRTE afin d'éviter l'éparpillement des documents de programmation et de faire émerger des projets de territoire à la bonne échelle. J'espère avoir été relativement clair et pédagogique. Je vous l'accorde. On pourrait faire plus simple, mais enfin, on est quand même dans le raffinement administratif à la française. Il ne faut pas en trop en demander non plus. Merci beaucoup, Monsieur Hérault. Alors, on a peut-être le temps de prendre vraiment une dernière question courte avec une réponse très courte. Mais si ce n'est pas le cas, on va pouvoir peut-être conclure. Alors, dernière question, une fois, deux fois, trois fois, adjugé. Alors, en guise de conclusion, ce qu'on peut retenir de notre échange, je pense que l'action publique ne se résume pas au désenclavement. Comme vous l'avez dit, on a les mobilités actives qui peuvent être des solutions concrètes. On a faire en sorte de bien penser la mobilité comme un accès à l'emploi et à la formation. Et puis également bien penser à la question de l'échelle et l'échelle qui n'est plus forcément administrative, mais qui est peut-être à penser en termes de bassin de vie. Voilà. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose, Emmanuel? Écoutez, je pense qu'on a dit l'essentiel. Moi, j'ai envie de renvoyer à l'étude qui est une étude plutôt courte dans ses analyses, s'appuyant sur des territoires expérimentaux, avec des fiches ensuite par territoire. Donc, c'est extrêmement intéressant. Beaucoup de collectivités peuvent se retrouver dans un certain nombre d'initiatives. Donc voilà, j'ai envie de vous renvoyer à cette étude et pour aller plus loin si vous le souhaitez. Qu'on trouve sur votre site internet, j'imagine. Absolument, absolument. Sur le site de France Urbaine ou le cas échéant sur le site de la DCF. Super. Bah, écoutez, merci beaucoup pour votre présence et pour cette intervention, Monsieur Hérault. Et puis, merci à toutes et à tous, à nos participants qui ont participé à ce retour d'expérience. Et du coup, il me reste plus qu'à vous dire des bons Rex. Et puis, n'hésitez pas à vous retrouver au Café des Gérus virtuel pour poursuivre les échanges. Voilà. Merci beaucoup.